Le temps du débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Roger Etoa, Bombok, Bombok Yebga, voilà. Il a dit qu'on ne met pas le prénom quand on parle de Bombok, c'est ça? On met juste Bombok Yebga. Ok. Yebga Dieudonné, c'est dans une autre vie. C'est bien cela. Voilà. Charles Elisan et Faustine Zodjou. Faustine Zodjou, 5 milliards pour le fonctionnement, déjà, les deux conseils régionaux, nord-ouest et sud-ouest, de régions en crise. Depuis bientôt 5 ans. Est-ce que les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont besoin des conseils régionaux pour résoudre leurs problèmes? Sincèrement, moi, je suis de ceux qui pensent... Il y a même un pensent... statut spécial pour ces deux régions. Oui, c'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'à chaque fois qu'il y ait un problème de fond, on esquive le problème et on tente de surfer sur ce qu'on appelle des possibilités de solution. Est-ce que lorsque nous regardons dans la réalité avec ce qui se vit sur le terrain, est-ce que le problème de fond de ces deux régions, c'est le conseil régional? Pourquoi il y a un déni des problèmes de base? Pourquoi il y a un déni des problèmes posés? Pourquoi il nous semble qu'on veut se comporter comme les colons se comportaient chez nous? C'est-à-dire que tandis que les Ounyobe et les Wandji menaient des luttes pour revendiquer l'indépendance du Cameroun, l'administration, lui, se contentait de créer des centres d'état civil et de trouver dans des villages des personnes qui vont représenter l'administration coloniale, tout en oubliant le problème que la population posait et qui étaient les problèmes qui les tenaient à cœur afin que l'ordre puisse être rétabli. Moi, il y a si je commente sur les 5 milliards, 5 milliards, je ne veux pas faire de commentaires dessus parce que nous savons que tout ce qui est comme déblocage de fonds dans notre pays actuellement est sujet à détournement. Donc je préfère esquiver les 5 milliards. Vous voyez déjà le détournement? Oui, mais puisque c'est comme ça partout, je préfère esquiver les 5 milliards. Comme ça partout? Oui, mais ça veut dire que tout ce qui est comme argent est sujet à détournement. C'est pour ça que je suis même de ceux qui pensent qu'on ne projette, qu'on ne monte des projets au Cameroun que lorsqu'on a bien ficelé les pistes de détournement. C'est pour ça que beaucoup de choses ne marchent pas. Parce que parfois il y a un problème. Au lieu d'aller résoudre le problème, on parle beaucoup plus du montant d'argent parce qu'il y a déjà ceux qui sont à côté et attendent qu'on jette cet argent dans la nature afin qu'ils puissent... Il y a des conseillers régionaux qu'il faut payer, mais est-ce qu'il faut payer le conseil? Est-ce que les conseillers régionaux, lorsqu'ils vont percevoir leur salaire, le problème du nord-ouest et du sud-ouest sera résolu? Est-ce qu'en construisant le siège du conseil régional du nord-ouest à Bamenda et du sud-ouest, voilà, à Bouya, est-ce que le problème du nord-ouest et du sud-ouest sera résolu? Est-ce que si on nous présente la liste des conseils régionaux de ces deux régions-là, avec les projets qui vont avec et la grande publicité qu'on va lancer avec, est-ce qu'on aura résolu le problème qui est posé là-bas depuis 2016? Ma réponse est non. Je pense que ceux qui nous dirigent pour le moment devraient à un moment donné regarder la quantité de douleur que le peuple a déjà subi derrière cette guerre et de comprendre que l'administration, le fonctionnement de l'administration et la création des institutions n'est pas le problème posé. Le problème posé est ailleurs et tout le monde le connaît. Même ceux qui soutiennent l'actuel régime connaissent que le problème est ailleurs. Est-ce que le problème c'est le conseil régional? Est-ce que ces populations même à qui on a octroyé un statut spécial à travers un dialogue national dont ils n'étaient pas représentatifs, est-ce qu'ils attendent le statut spécial comme la solution à leurs problèmes? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils voulaient qu'on les considère comme des Camerounais autres que les autres et qu'on les octroie un statut spécial? Est-ce qu'ils avaient dit ça? Est-ce qu'ils avaient dit qu'ils voudraient que Bamenda et Bouya soient administrés différemment de Baoussam et de Yaoundé? Est-ce qu'ils avaient dit ça lorsqu'ils posaient leurs revendications? Ils ont dit quoi? Vous pouvez nous rappeler rapidement? Ils ont dit ceci. Nous voulons que désormais, dans notre pays, chaque région soit capable de gérer ses fonds. Ils ont demandé le fédéralisme. Ça faisait partie des problèmes de base. Et vous vous souvenez que lors d'une réunion où les gens demandaient le fédéralisme, une bonne partie de ces militants pro-fédéralistes avaient été déportés en prison. Parce qu'ils avaient dit, mais
vous refusez la question du fédéralisme, comment, alors que nous pensons que ces pays a déjà vécu le fédéralisme, comment vous refusez qu'on parle de ça? Vous savez qu'il y a un temps ici, il était interdit dans notre pays d'ouvrir le débat sur le fédéralisme. Même si aujourd'hui on laisse libre chemin à n'importe qui de parler. Est-ce que ce peuple avait demandé un fédéralisme pour le nord-ouest et le sud-ouest? Puisque il demandait un fédéralisme pour le Cameroun. Pour que ce qu'on applique à Bamenda, qu'on l'applique à Yaoundé et à Douala, et que ces partent de Bamenda, qui savent que la loi fédérale de telle fédération stipule que... Alors, quand on les ouvre des choses, aujourd'hui, on les parle du conseil régional. Après demain, c'est le statut spécial. Est-ce que c'est la question de fond? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir perdre un peu de temps pour finir le septennat des graves problèmes et des grandes difficultés qui est actuellement en cours? Est-ce que la population du nord-ouest et du sud-ouest... Septennat de quoi vous avez dit? Des graves problèmes et des grandes difficultés. Est-ce que la population du nord-ouest et du sud-ouest a demandé au régime RDPC le conseil régional comme condition de fin des hostilités? Voilà, merci. Bon, d'abord vous. Hier, c'était Douala, 3 milliards pour toujours le fonctionnement, 2 milliards nord-ouest, 2 milliards et demi, je suppose, pour le nord-ouest, 2 milliards et demi pour le sud-ouest, 2 milliards pour le fonctionnement. Alors, pour un départ. Oui. Parce que beaucoup sont pleins, il n'y a pas de structure, il n'y a pas... Il faut l'institution qui va accueillir les conseillers régionaux, ça n'existe pas. Bon, est-ce que cet argent-là que l'État central met à la disposition des conseillers régionaux, pour vous, c'est suffisant? Oui, j'ai tout simplement peur, parce que quand on dit souvent que l'exemple vient de haut, j'ai peur que tel qu'on a vu gérer la préparation de la CAN, et on va parler de 1000 milliards pour les infrastructures. 3000 milliards. On a vu comment ça a été géré et rien n'a fait. On a vu comment les 180 milliards, heureusement que là il y avait un œil qui venait de l'extérieur. Bon, j'ai envie de dire que chacun attend chez lui que la manne vienne tomber du ciel. En ce moment-là, si ce n'est pas l'argent contrôlé par le Fonds monétaire ou bien la Banque mondiale, chacun pourra regarder. Tout ce qui est intéressant, c'est de monter un bon projet, d'interpeller des consultants, parce que c'est la toute première fois que nous ayons le conseil régional. Il nous faut des experts pour nous accompagner. Et ces experts-là ne viennent pas là pour leurs beaux yeux. Ils seront sûrement rémunérés. Donc, tout cela, ça rentre dans le fonctionnement. C'est normal que les projets soient bien montés. Et quand on monte ce genre de projet, tel que nous connaissons le Cameroun, je ne vois pas un seul gestionnaire, si on met l'œil, qui pourra ne pas aller en prison. Je dis un seul. Tous les gestionnaires, si on mène l'audit, je suis convaincu que tous les gestionnaires sont des prisonniers. Donc vous êtes aussi pessimiste sur... C'est pas être pessimiste, parce que moi j'ai travaillé dans une entreprise où j'étais audité 4 fois par an, parce que je gérais quelque chose de sensible. Ah, ce n'est pas parce que vous saviez que vous devez être audité 4 fois par an que... Je gérais un système. Oui. Je ne gérais pas de l'argent, mais je gérais un système. Et tout passe par le système. Et justement, pour avoir la finalité, il faut bien contrôler le système. Oui. Donc, il faut être sûr que le système est bien géré pour que les audits qui seront les éléments qu'on va trouver en comptabilité soient fiables. Donc, moi, j'étais audité au moins 4 fois par an. C'était dans du privé. C'était pas... Donc, je dis, parce que je sais... Je comprends et je connais ce que les gestionnaires font. En ce moment-là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas un seul gestionnaire qui peut être propre. Pourtant, tous les documents sont valides, sont propres. Mais allez donc voir la suite. C'est compliqué. Donc, puisqu'on nous a dit à l'époque qu'il fallait les preuves sont là, et tout est là, tout est propre. Les preuves sont là? Oui, mais la preuve... On parle de présomption d'innocence, là. Oui, non, j'ai dit, on peut imaginer, vous ne pouvez pas passer un marché de 10 millions par hasard. Vous passez un marché, il y a des procédures qu'on suit.
puisqu'il y a, on parle souvent de gré à gré. Pourquoi le gré à gré? C'est né parce qu'il y a une possibilité d'avoir des gré à gré. Et dans quelles conditions on a des gré à gré? On crée toutes ces conditions pour que tout arrive normalement. Donc si vous suivez exactement une procédure, vous verrez que de bout en bout, tout a été respecté. Parce qu'on a créé des canaux pour qu'on puisse contourner ci, qu'on puisse contourner ça. Tout est propre. Quand vous regardez une procédure, tout est propre. Donc, moi, je pense que les conseillers régionaux, c'est leur début, et ils vont voir comment. Mais si jamais il y a le regional gate, ça risque d'attraper quelqu'un. Donc, non, on va pas. C'est à peine 6 mois pour parler du regional gate. Je dis qu'il faut respecter des procédures. Ils ont élaboré des projets qui sont fiables, qui ont été validés. Maintenant, quand on va rentrer dans des fournisseurs, des consultants qui viendront les assister, j'espère qu'il n'y aura pas de cousins, qu'il n'y aura pas de beaux-frères, qu'il n'y aura pas. C'est ce que je souhaite. Okay. Mais si c'est ça et qui arrive, on risque donc de tomber à autre chose. Okay. Charles Lisan, beaucoup de milliards depuis que ces sessions-là sont ouvertes. Il y a eu l'Ouest, il y a le littoral, que vous connaissez, 3 milliards pour la région du littoral, 5 milliards pour le NOSO, 2 milliards pour le fonctionnement seulement. Non, il faut... Pour un début, c'est acceptable parce qu'ils ont posé quand même des problèmes. Alors déjà, il n'y a pas de siège. Où est-ce qu'ils vont siéger? C'est le discours qu'on a entendu jusque-là, venant de la part des conseillers régionaux. Il faut d'abord recadrer certaines choses, chers amis. Je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent ce soir que, bien qu'étant un érudit et dépositaire des pouvoirs ancestraux, Mbombo est aussi un homme politique. Il faut que ça se sache. Il est aussi un homme politique. Et là, dans son intervention, c'est l'homme politique qui réagissait. Comment vous le savez? C'est un homme politique. Bon, donc il faut qu'on le sache. Il est de quel parti? J'arrive. C'est un homme politique qui réagissait. Donc il ne faut pas qu'on soit déguisé et on dit des choses parce qu'on a la maison, on a l'impression que c'est un traditionnaliste qui parle. Non, c'est aussi un homme politique qui vient de parler d'opposition. Je voudrais lui faire comprendre que les 3 000 milliards sont audités. Et que si lui avait un audit 4 fois par an, ça faisait un audit tous les 3 mois. En 3 mois, on a tout le temps de voler. Or, oui, on a tout le temps de voler en 3 mois. Parce que c'est un audit tous les 3 mois. Alors, le Cameroun a adhéré à OHADA. Pour OHADA, actuellement, c'est tous les mois. À travers, la structure interne à l'entité que vous dirigez, qui peut avoir soit un service, soit un département, soit une direction du contrôle interne ou de l'audit. C'est une obligation. 2, à travers le ministère de tutelle qui gère le contrôle des entités publiques qu'on appelle le CONSUPÉ. Et plus loin, un organe indépendant qu'on appelle le commissaire au compte, qui est forcément un cabinet de constellation en expertise comptable ou fiscalité que tout le monde connaît. Donc il y a 3 niveaux de contrôle dans les entités publiques aujourd'hui. C'est pourquoi, si tant est-il que tout gestionnaire est un potentiel voleur, d'après vous, parce qu'il gère de l'argent, alors c'est dans le sens que vous aussi, pendant que vous gérez, vous êtes aussi un potentiel voleur. C'est parce qu'on distinguait les contrôles que vous avez eu le temps peut-être de... Je ne l'ai pas dit, mais il faut qu'on avance. Et je voudrais aussi faire comprendre à ceux qui nous écoutent que M. Fossi-Zonju, on ne paye pas les conseillers régionaux. Il faut, comme te l'a dit, on sont des amis, on se tutoie, comme te l'a dit le professeur Docteur, il faut que quand on arrive dans une tribune aussi prestigieuse, aussi importante qu'Equinox soit, qu'on soit les porteurs de la bonne nouvelle. On ne paye pas les conseillers régionaux, on ne paye pas les conseillers municipaux, on ne paye pas, je ne sais pas moi, ils ont ce qu'on appelle les perdièmes de présence quand ils siègent. Autant, et je vous ai dit tout à l'heure, quand on parlait lors de la première entame, qu'il faut qu'on soit les exemples de nos pensées. Arrêtez de faire comme si les autres sont toujours l'enfer, alors que nous-mêmes, on n'est pas des exemples. Quand on parle du septennat des grandes, quoi, vous avez dit quoi, des grands problèmes ou quoi, moi j'ai l'impression que Paul Biya a été divin de dire que le septennat des grandes opportunités, parce que vous êtes même un opportuniste en chef, vous, Fossi-Zonju, un très grand opportuniste. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête certaines choses. Il faut dans certaines questions nationales qu'il n'y ait pas de clivage politique, qu'il n'y ait pas d'obédience religieuse, qu'on soit au-dessus de ces choses et qu'on avance. Et je peux être d'accord avec vous qu'à un certain niveau, ce qui concerne le budget
des régions, et là ça devient important, qu'on en soit à nous expliquer comment est-ce que ce budget est reparti. Par exemple, autant dans les CDT qui sont les mairies d'arrondissement et les mairies de ville, le budget c'est 60% fonctionnement, 40% investissement. C'est le contraire de l'autre côté au niveau des régions où c'est 40% fonctionnement et 60% investissement. Et dans les 40%, vous avez les salaires supportés des agents qui vont travailler dans le conseil régional qui ne doit pas dépasser 40% de la masse salariale. Donc, c'est chose qu'il faut expliquer. Maintenant, le conseil régional vit de quoi? Il faut qu'on sache de quoi vit un conseil régional à travers les moyens financiers qu'il a. La plus grosse part vient forcément pour une nouvelle entité qui s'est créée de la dotation spéciale de l'État. Si on prend les 15% du budget national qu'on doit répartir à tous les CDT, ce n'est pas beaucoup. C'est pourquoi l'État aujourd'hui a plus le temps, le gouvernement central, appelons-le ainsi, a plus le temps, depuis leurs élections en mars, qu'ils travaillent sur les budgets, encore qu'on n'est plus dans les budgets dépenses, on est maintenant dans les budgets programmes. Et les 3 milliards, c'est pourquoi, il faut recruter du personnel, c'est l'occasion pour les jeunes, les femmes et tous ceux qui ont de l'expertise pour pouvoir créer du bien-être dans les régions de se faire recruter. Tout ce étant par ailleurs égal que ceux qui vont procéder au recrutement seront clairs. Deuxième chose, c'est pour asseoir des programmes d'investissement, puisque le démarrage obligatoire, c'est dès l'exercice budgétaire fiscal du 1er janvier 2022. Ça veut dire que cet argent servira à quoi, par exemple? Moi, je ne serais pas d'accord qu'on donne 3 milliards à une région rien que pour recruter les gens et étudier les CV. Ce n'est pas normal dans un pays qui est en train de vouloir décoller. Mais que ces 3 milliards soient assis pour, étudier. Encore qu'au littoral, on a la chance d'avoir un édifice public qui leur a été offert. Pour le moment, ils vont construire l'édifice après. Donc, ils n'ont pas de problème de loyer et tout. Il faut aujourd'hui asseoir, appeler l'expertise. La sous-préfecture doit la première. Oui, pour le moment, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, on vous dit c'est une économie. Il faut dire c'est une économie pour le conseil régional du littoral. Il faut appeler l'expertise locale, bon, disons régionale, il y en a. Pour qu'ensemble ils s'asseyent pour penser le développement. Je suis heureux d'apprendre que le premier projet d'investissement qui va démarrer le 1er janvier 2022, c'est la Sodecam. Vous savez quoi la Sodecam? Sodecam. Voilà. Donc, vous voyez donc que c'est quelque chose qui va... Le développement du CAM. Alors, les pionniers. Tout à fait. Donc, dans ce genre de projet, on est appelé à soutenir ce genre d'initiative et que cela soit le grenier de la création de la richesse. Et pour terminer, je voudrais dire à M. Fosson qu'on ne peut pas être d'accord ou pas du grand dialogue national. C'est une recommandation des populations du Nozo qui veulent justement cette gestion particulière de leur territoire à travers le statut spécial qu'on leur a accordé. Ceux qui étaient au grand dialogue, c'était les anglophones. Vous n'étiez pas. Ceux qui ont reçu le Premier ministre dans sa présidence du multiculturalisme et tout, l'ont dit, et dernièrement, ils l'ont réitéré au Premier ministre qui allait rendre visite, qu'ils sont d'accord sur le conseil régional et dans sa forme actuelle, selon la loi sur la décentralisation. Donnons une chance à ce qui est en train de se faire. Ayons l'attitude d'avoir des solutions aux problèmes et non des problèmes aux solutions. Je suis un optimiste et un gars qui voit positif. Merci. Auteur de bonnes nouvelles. Oui, Bobo. Non, d'abord, Bobo Kaleji. Oui. Vous tenez à tout prix à apporter un droit de réponse à Charles Elisant. Oui, et à la première partie, Charles Elisant m'a reproché de porter les lunettes parce que ce n'est pas traditionnel. Et justement, il faut revenir à cela. Et pourquoi? Parce que ça a vraiment un lien et ça s'explique avec la vaccination dont on parle. Moi, je me rappelle, je suis un jeune salarié et il y a un médecin de l'entreprise qui oblige tous les salariés à faire la visite systématique. Moi, je vois très bien, même maintenant, je lis sans lunettes. On m'oblige à porter des lunettes, étant tout jeune. Je commence à porter des lunettes, mais voilà, aujourd'hui, je les mets parce que j'ai été habitué à porter ça. C'est pour cette raison que nous disons que la vaccination dont on parle là, c'est comme on m'a imposé les lunettes. Aujourd'hui, je les mets et je suis contraint de les mettre tout le temps là où je vais. Donc, on a donc peur de penser que si on ne s'aligne pas à ce qui a été importé, ça risque de rester sur nous pendant très longtemps. Pour cette raison, sauf si on m'oblige
à être vacciné, moi je ne suis pas pour qu'on me vaccine. Mais si on me vaccine, je vais prendre l'huile de palme, la vraie huile de palme, pas l'huile de palme de la soca palme, mais la vraie huile de palme, 2 cuillerées pour anéantir ça, le palmier du village. Je prends 2 cuillerées, ça anéantit ce qu'on va mettre dans mon corps, naturellement. Donc moi je ne suis pas pour les choses qu'on importe. La preuve aujourd'hui, je mets les lunettes parce qu'on me les a imposées. Et pour finir, je ne peux pas partir d'ici quand on a indexé les bambambok. Charles Elise en dit qu'il y a tellement de bambambok qui... Je tiens à dire que le mbombo c'est le guide spirituel, c'est pas le guérisseur traditionnel. Ceux qui vous prennent de l'argent parce qu'ils disent qu'ils sont guérisseurs traditionnels, je vous rappelle que le guérisseur traditionnel c'est l'un des auxiliaires du mbok, mais c'est pas le mbombo. Le mbombo c'est le guide spirituel. Donc je tenais quand même à le dire pour que, comme mon jeune frère Eli pense qu'il y a tellement de mbombo qui ne font plus leur travail, mais c'est des auxiliaires du mbok qui font la guérison, et le mbombo c'est le guide spirituel. Ok, voilà, docteur, intervient d'abord, docteur. Vaccination, le caractère n'est pas obligatoire, mais lorsque les vaccins sont arrivés, le personnel de santé faisait partie des cibles prioritaires pour le vaccin. Comment comprendre ce langage? On n'est pas obligé de se faire vacciner, mais quelque part on dit le médecin doit être vacciné, c'est lui qui porte la parole du vaccin. Comment ça va se passer? Oui, bon, permettez-moi un peu encore de titiller notre seul mbombo qui est sur le plateau. Et je viens d'apprendre qu'un de mes confrères lui a fait du mal en lui imposant les lunettes. C'est-à-dire que je suis étonné. C'est-à-dire qu'un médecin ait voulu lui faire du mal en lui imposant des entreprise, lunettes. Je suis... une prescription est devenue un mal qu'on fait à un patient. Donc je suis étonné. Et je suis encore étonné que je pense qu'il a... 0,25. Je suis encore étonné. Je pense qu'il a pris sa retraite. Et il n'était plus sous le coup de ce médecin. Il aurait pu... retirer, donc il n'est plus astreint à l'obligation de ce médecin, il aurait pu retirer ses lunettes. Bon, c'est une manière de le taquiner. Ça peut dire quand même que de temps en temps, dites merci à la médecine, dites merci à la science, dites merci au personnel de santé. Un merci ne coûte rien. Donc, bon, je passe. Pour revenir à votre question, je pense que les personnels de santé ne vivent pas hors de l'environnement. Hors de la société. Ils sont également... Est-ce qu'ils ont l'obligation de se faire vacciner? Non, ils n'ont pas l'obligation. Ils sont juste inscrits dans la liste des cibles prioritaires. Oui. Ils n'ont pas l'obligation. Et ils peuvent également être soumis à toutes sortes d'influences. Vous savez bien qu'il y a un certain nombre de médecins eux-mêmes qui... un certain nombre de personnels de santé eux-mêmes qui sont anti-vaccins, ouvertement anti-vaccins, et tout ça que vous allez rencontrer. Cette communication dont parlait Elie, dont parlait également Footing, doit cibler tout le monde. Il ne faut pas dire que non, les personnels de santé, ça va, ils connaissent déjà, on ne s'adresse pas à eux. Il faut d'abord commencer par eux. Il faut les encourager, il faut les rassurer, il faut les motiver et tout. Donc, je pense que c'est une... on doit profiter de cette période où c'est encore assez, où on retrouve le calme pour essayer de remettre une stratégie pour remobiliser les troupes. Maintenant, si vous me permettez, j'ai quand même suivi le tour sur la décentralisation. Oui. Je sais que moi je suis très heureux que pour les conseils régionaux puissent être mis en place et qu'ils vont bientôt fonctionner, parce que vous savez que dans le cadre de la décentralisation, les conseils régionaux ont un certain nombre d'attributions, notamment dans la création et le fonctionnement d'un certain nombre d'hôpitaux, les hôpitaux de district, les centres médicaux d'arrondissement. 73, il faut dire, 73 transferts de compétences sont donnés aux collectivités, donc aux conseils régionaux. Voilà. Ça devient le poumon décisionnel et d'existence dans nos
Donc on n'ira pas à Yaoundé pour dire qu'il faut la route entre Ngambé. Donc on fait tout ça. Effectivement, donc je pense que ça va beaucoup aider dans le remodelage de la carte sanitaire dans les régions, parce que tout le temps les populations faisaient le pied de grue au ministère de la Santé. On dit on veut un centre de santé ici, on veut là-bas et tout. Donc maintenant que ces compétences sont transférées, je pense que si j'ai lu le cours de la décentralisation, ils ont des compétences en matière de création, même de recrutement. Donc il y a un certain nombre de personnels de santé qui sortent des écoles de formation, des infirmiers, voilà, des médecins. Donc aujourd'hui, c'est également une opportunité. Et j'ose... Dans l'université de montagne, par exemple, à Banganté, pour le conseil régional de l'Ouest, pourra les appuyer. Donc je pense, je ne connais pas très bien comment s'est passée la répartition. J'imagine que c'est une année de rodage et de mise en route. Justement. Moi, juste, j'attends... On dit que on va voter notre budget en novembre. Voilà. 2020. Voilà, donc je suis plus dans l'attente de ce qui va se passer en 2022. Donc, soyez acteurs. On a besoin de votre expertise dans le domaine sanitaire. On va terminer avec si vous nous invitez, on viendra. Faites-vous inviter. Rapidement, on sort de l'émission. Notre frère Charles dit que personne n'a de leçons de patriotisme à donner à qui que ce soit. Le fait de toujours croire que les uns et les autres ne sont pas positifs et qu'ils ne proposent rien, ne font rien pour le Cameroun, vous amène justement à commettre beaucoup d'erreurs. Et vous ne vous rendez pas souvent compte, puisque peut-être vous êtes du côté de ceux qui pilotent. Je disais, vous avez dit qu'on ne paye pas les conseillers régionaux, tout comme les conseillers municipaux. Pourtant, ce que moi je décriais, c'est le fait que les conseillers régionaux, comme les conseillers municipaux, comme même certains députés dans ce pays, soient aux alentours pour guetter justement ce budget-là, afin de gagner les marchés, les prestations. C'est ce que moi je décriais. Oui, mais moi je décriais en disant que ce n'est pas parce qu'on ne les paye pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de salaire à la fin du mois que vous devez croire que eux ils sont là pour rien, parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Et il ne faut pas être à ce genre. Vous dites que rien n'interdit à un député de gagner un marché. Rien ne lui interdit. On ne dit pas non, mais si un député doit contrôler l'action gouvernementale, il se retrouve dans un marché totalement scandaleux, comme le marché peut-être du FMI, le véritable marché du FMI, comme l'agent du FMI. Quel agent? L'agent du FMI, 180 milliards. On fait quoi? Oui. On a donné. Bon, on parle de survivor. Oui, non, moi je parle encore des députés du Cameroun. Un député qui contrôle l'action gouvernementale et qui ne peut participer au développement du pays. C'est ce que je déclare. Si vous êtes au conseil régional et au conseil municipal, parce que vous pensez que rien ne vous interdit, sachez à un moment tout simplement. Tu étais candidat. Tout simplement que, mais je n'ai pas dit non. En février. J'ai pas dit non, j'étais candidat, je le suis mis en conseil, on organise une autre élection. Si à jamais mon parti participe, c'est ce que je dis. Donc si vous, au conseil municipal, au conseil régional, vous allez vous comporter comme des députés qui étant au Parlement, refusent de contrôler l'action du Parlement. Si tu n'as pas qualité à faire des leçons de morale dans la gestion merci. Merci pour ce tour d'être passé. Merci à vous, Charles-Élie, également. Merci, Bambok. Voilà, merci docteur Etoa, merci d'accepter toujours nos invitations. Bonsoir docteur. Merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Bonsoir, Badre Femme. La compagnie d'assurance Saham devient Sanlam. L'annonce de cette mutation